Et bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast, le 5e. Et aujourd'hui ce sera avec Duke, coach stratégique de l'équipe LCS Splice. Donc bonjour Duke. Salut. Et bah alors je vais commencer directement par te laisser te présenter, dire un peu qui tu es. Alors donc je suis actuellement coach stratégique chez Splice, anciennement coach au PSG, commentateur au gaming, rédacteur Millennium. Et voilà pour mon parcours dans l'e-sport. Et donc là on arrive au Summer Split, on a fait 3e au Spring Split. Et l'objectif est de se qualifier pour les Worlds. Alors j'ai une question toute simple qui me vient, c'est comment est-ce qu'on devient coach stratégique de en ce moment la 3e meilleure équipe d'Europe? Est-ce que on postule? Est-ce qu'on le demande? Est-ce qu'on vient nous chercher? Enfin, comment est-ce que ça se passe? Bon, je pense que ça dépend. Enfin, chacun doit avoir son parcours. De toute façon, il n'y a rien qui est défini dans l'e-sport. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est assez rare de trouver qu'il y ait des offres publiques, disons, de postes. Donc, sans relation, c'est difficile que les gens viennent te chercher. Donc, moi, je connaissais pas grand monde. Puis, je sortais du PSG qui m'avait pas fait non plus une publicité de dingue. Donc, à part les gens qui avaient bossé avec moi, je pense que de l'extérieur, c'était pas forcément évident d'avoir confiance en mes capacités. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai vu que, enfin, en fait, je me disais qu'il fallait que je bosse avec un mec qui était bon, que je voulais apprendre d'un mec que je savais bon, pour pouvoir analyser des éventuelles erreurs que j'avais pu commettre ou tout simplement améliorer. Et du coup, j'ai vu que Peter Dunn, donc, qui est l'actuel coach de Splice, revenait de son parcours au Brésil. Et il était, enfin, dans le milieu, disons, pro, il était connu comme étant un très bon coach, donc peut-être le meilleur coach occidental. Et du coup, je l'ai contacté. Et il s'avère qu'il justement il cherchait éventuellement des gens. Il avait tout un process de sélection, et donc je l'ai suivi et à la fin du process, j'ai été sélectionné. Ok, ok, bah super. Et est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ta fonction de coach stratégique? Qu'est-ce qui se cache un peu derrière ce titre? Alors, ce que je dis souvent, c'est que il se passe, enfin, il y a tous ces postes sont pas forcément figés. C'est-à-dire que je pense que ça dépend vraiment de la personne qui le fait. C'est-à-dire que tout- dans l'e-sport, en fait, tout ça, c'est des étiquettes pour pouvoir créer un staff, mais que à la fin, au bout du compte, ce qui compte, c'est les compétences de chacun. Donc, suivant ce que tu sais faire en termes de coaching, d'analyse, de tes relations avec les joueurs, tout ça, euh, tu peux faire un peu ce que tu veux, quoi. Donc, moi, je fais pas un taf fondamentalement différent de tout ce que je faisais l'année dernière. Après, disons concrètement, c'est sûr que si t'es coach stratégique, t'as intérêt à avoir enfin, si on te met coach stratégique, c'est a priori parce que quand même tu connais le jeu, donc t'as intérêt à avoir une connaissance de jeu suffisante pour apporter quelque chose sur ce terrain-là. Mais disons que moi, mon boulot se limite pas du tout à ça. Concrètement, de jour le jour, moi, ce que je fais, c'est je suis tous les entraînements des joueurs, je fais mes recommandations, j'ai un gros impact, je dirais, sur la macro, sur la draft dans une certaine mesure. Enfin, euh, il y a beaucoup de préparation, disons, de la draft, plus que la mise en œuvre, puisque c'est pas moi qui prends la décision à la fin. Mais ouais, macro, beaucoup sur la communication aussi. Et après, de temps en temps, j'entre dans la micro, dans la phase de lane, sur de plus en plus en fait, vu que c'est un des focus qu'on a pour le Summer Split. Donc voilà, et puis donc c'est après beaucoup de préparation aussi, beaucoup de concertation avec les autres coachs. Mais disons que c'est un poste qui, enfin le poste moi que j'ai actuellement, c'est vraiment touche à tous en fonction des besoins de l'équipe quoi. Et on sait plutôt, en fait, entre guillemets, on fait quasiment tous un peu le même poste, c'est simplement qu'on se répartit suivant les besoins, les différents focus. Tu vois, par exemple, sur une partie, je vais suivre la top lane, Mac va suivre le jungle. Disons qu'il y a quand on commence à regarder des lanes en particulier, il y a certaines préférences, certaines affinités qui du coup dépendent pas spécialement du poste. Moi, je travaille pas beaucoup avec la top lane, Ok. parfois un peu mid lane. Mike va faire beaucoup la jungle, donc voilà, on se répartit un peu comme ça, quoi. Ok. Donc tu nous parles d'une espèce de répartition, une entente entre les membres du staff. J'ai pu un peu regarder, vous avez quand même un staff assez complet avec plusieurs personnes. Un Mhm. coach, un assistant coach, un coach stratégique, un analyste, des On n'a pas d'analyste, managers. non. Vous avez pas d'analyste? Non, Pardon. Bon, bah, c'est écrit analyste. Bon. ouais, Ok, c'est non, actif. non, mais c'est peut-être un peu ancien et peut-être pas à jour. Bah, souvent, les gens ont oublié d'enlever Guissac, qui est un français Ouais, aussi, Fabien, ouais. qui est l'ancien analyste de Spice, mais qui était pas là cette année, donc, Ok. Donc,
Du coup, tu parles que tu me disais que vous échangiez pas mal. Comment est-ce que ça se passe? Il y a toujours quand même le coach qui prend les décisions à la fin, ou c'est vraiment un travail, on va dire, collégial et il y a. Ça dépend, il n'y a pas des masses de décisions à prendre non plus. Hein. C'est-à-dire qu'une fois que l'entraînement est lancé, il est lancé. C'est plutôt après, disons que nous, comment on fonctionne, on a souvent un gros meeting, enfin gros meeting, on a un meeting, disons d'une ou 2 heures le lundi pour commencer la semaine, pour savoir quels sont nos problèmes, comment on veut les aborder, quels sont peut-être des problèmes aussi bien tactiques que humains, que un peu de tout, quoi, voire même de vie dans la gaming, c'est plein de choses. Ouais. Et ça, on fait ça généralement donc, avec les 2 autres coachs et le manager. On a aussi le manager qui prend le retour des joueurs, des feedbacks des joueurs sur je sais pas comment ils se sentent, ce qu'ils pensent du coaching, ce qu'ils pensent des entraînements, tout ça pour éventuellement en tenir compte ou pas d'ailleurs, si on juge que ça vaut pas la peine. Mais après, évidemment, il y a des décisions qui sont prises ensuite sur, enfin, ça reste Peter le chef du navire, donc c'est si enfin, il y a quand même lui qui prend des décisions, même s'il est très à l'écoute en fait. Le dialogue est très facile dans le staff. Je pense que c'est d'ailleurs une des forces de notre staff par rapport à certains autres staffs où c'est plus vertical comme façon de fonctionner. Et, euh, et après, pendant les entraînements, honnêtement, chacun donne son avis. Bon, après, ça peut être un problème aussi parce que ça nous arrive de pas être d'accord avec les autres coachs et Bien sûr. et sur des points de macro notamment. Parce que je pense par exemple aujourd'hui, on est un petit différent sur la façon d'enchaîner certaines rotations, sur la rentabilité. Enfin bon, je peux pas rentrer dans les détails, mais peu importe. Mais toujours est-il qu'on n'était pas forcément d'accord et que c'est quelque chose qu'on essaie de corriger un peu parfois de garder nos, parce que chacun veut quand même défendre son idée, sauf que c'est pas forcément bien devant les joueurs parce que du coup les joueurs voient que on n'est pas capable nous-mêmes en fait d'arriver à une conclusion directe. Et ça c'est un peu, je pense, le défaut que j'ai en ce moment. Mais bon, bref, dans l'ensemble, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et Peter, il ne s'efface certainement pas, mais il nous laisse tout à fait donner notre opinion. Ok. Euh, du coup, j'aimerais bien aborder un point qui est, alors on compare beaucoup le sport et l'e-sport. Du coup, le métier de coach sportif dans le sport, dans les sports collectifs par exemple, et celui de coach dans les jeux vidéo. Euh, si on prend par exemple l'impact du coach sur le jeu, dans certains sports, dans certaines équipes, on peut très facilement le voir. D'une saison à l'autre, un changement de coach, un jeu qui change pour le sport. Est-ce que c'est possible aussi de le retrouver dans l'e-sport? Est-ce qu'il y a un réel impact, ou est-ce que tout dépend quand même des joueurs déjà, de la façon dont ils jouent, de leur pick et autres, de la méta aussi, et du coup on va avoir un jeu qui va pas vraiment se différencier, on va dire, selon les profils des coachs vraiment, des staffs. Honnêtement, c'est dur à dire parce que les coachs, le truc, c'est que comme je connais pas non plus comment ça se passe dans d'autres gaming apps, j'en sais rien, quoi. Donc Ouais. c'est un peu dur, un peu difficile. Et puis le jeu est tellement jeune qu'on voit pas forcément la différence. Des bons coachs, je pense qu'il y en a pas non plus tant que ça, donc c'est difficile de savoir quel impact ils ont vraiment. Euh, c'est compliqué. Après, par rapport au sport, pareil, disons que j'ai jamais pensé qu'il y a quand même un gros impact du coaching. Enfin, moi, je le pense, en tout cas, vu ce qui s'est passé chez Splice. Après, les joueurs restent quand même. Enfin, c'est comme au foot, quoi. C'est-à-dire que si, enfin, t'as ton équipe, t'auras beau être le meilleur coach du monde, si t'as ton joueur, c'est le boulanger de Melun qui fait ça le samedi après-midi et que tu joues contre Cristiano Ronaldo sans coach, Cristiano Ronaldo, il va quand même démonter tout le monde. C'est C'est à peu sûr, près pareil. c'est sûr. C'est à peu près pareil dans la ligue, c'est-à-dire que bon, le coach de Fnatic, a priori, quand t'as Reckless Caps et Soaz dans ta team, t'as quand même beaucoup plus de chances de gagner l'LCS, même si t'es complètement nul, que si t'es le coach de Giants, quoi. Donc je pense que les joueurs, le talent des joueurs, et je pense que même d'ailleurs c'est pour ça que la saison joue quasiment la pré-saison d'abord avant tout, Mhm. joue énormément. Après, pour différencier des équipes de niveau de potentiel comparable, c'est là où les coachs font la différence. Et après, est-ce que certains coachs ont apporté un certain style de jeu, peut-être un petit peu plus, même si je pense que ça dépend presque des joueurs. Je pense qu'il y a peut-être des coachs qui vont être plus rigides dans leur façon de faire et des coachs qui vont plus laisser justement le style des joueurs s'exprimer. Et du coup, c'est là où on va voir leur style. Par exemple, je pense par exemple à donner un exemple, mais Yamato Canon, par exemple, qui est chez Vitality, on voit qu'il a accepté un peu d'une certaine manière le style de ses joueurs qui sont très agressifs, très orientés early game.
et qui du coup donne un style à l'équipe. Alors est-ce que c'est le style de Yamato ou est-ce que c'est Yamato euh, qui a accepté suivi c'est voilà, ouais, la dynamique des mais joueurs. c'est pas qu'il a suivi ses joueurs, parce que je suis pas en train de dire qu'il fait rien, c'est Oui, plutôt oui, que oui, non, 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 euh, bien sûr, qu'il mais a laissé s'exprimer ses joueurs, c'est ça, qu'il a essayé d'appuyer sur la force qu'il voyait dans ses exactement. joueurs, Ok. plutôt que de les conformer à un style, je sais pas moi, à la coréenne. Alors c'est pas, enfin, c'est un peu difficile à dire, parce qu'il essaie justement de jouer un peu à la coréenne, mais bref, de jouer forcément à la méta, quoi. Donc voilà, donc je pense que c'est plus là-dessus que ça se joue, sur la rigidité du coaching. Mais je pense qu'après, oui, il y a un gros impact sur le coaching, sur les joueurs, et peut-être encore plus que dans les sports traditionnels, dans le sens où l'aspect, comment dire, collectif joue énormément dans League of Legends, tout en ayant un gros aspect aussi stratégique en dehors de la game, notamment la draft par exemple. Ouais, C'est-à-dire que il y a un impact direct sur la partie. Dans la draft, ça a quand même un gros impact sur la partie, et donc il y a un impact direct sur la partie par le coach. C'est-à-dire que par exemple dans un sport comme le foot, bon bah t'as la compo en 4-4-3, 4-4-2 ou je sais pas quoi, bon, oui, ou oui, genre de oui, truc. Bon, ça va pas ça va, changer fondamentalement. bah, Je- ça change sûrement beaucoup, hein, mais c'est quand même assez vite vu quoi, Oui, comme oui, prise de oui, décision. oui, oui, non, c'est vrai, c'est vrai. Et puis après il y a 3 changements quoi. C'est pas, y a pas disons un gros input sur la game même de la part Mhm. du coach. Ouais, Même si je pense que le coach a certainement beaucoup d'impact dans le foot. Hein. Je suis pas assez qualifié pour le fonctionner, pour en parler. D'ailleurs, son tuteur était un ancien coach de foot, enfin à niveau amateur, mais il a un diplôme de coach de foot. ok. Chose qui doit quand Voilà. même assez aider au niveau de l'expérience. Sûrement. Euh, du coup, quand tu me décrivais un petit peu comment ça fonctionnait et tout ça, alors peut-être que je me trompe, hein, mais j'ai senti quand même une différenciation entre le pôle de staff et les joueurs, avec bah, vous ouais, qui coachiez vraiment, qui conseillez vos joueurs et qui les faisiez travailler techniquement, stratégiquement ou autre. Mhm. Euh, c'est un modèle, moi, dans le peu d'équipes avec qui j'ai pu voir ou discuter, alors certainement un niveau en dessous, je retrouvais pas ça, je retrouvais souvent bah, un coach presque hiérarchiquement au même niveau que les joueurs, où il travaillait sur la draft et tout ça, mais c'était presque un sixième joueur. Non, Euh, enfin, c'est à niveau amateur, non? euh, pas forcément amateur, non, à niveau, on va dire à niveau français, à niveau open tour ou autre, Ouais, qui est... mais ça c'est aussi parce que c'est le problème de, enfin, de ce que j'appelle le niveau quasiment amateur, qui est que les coachs sont là. Déjà, tu vois, souvent, ils sont là quasiment en tant que potes de joueurs, en tant qu'eux-mêmes anciens joueurs, Mhm. qui sont là en soutien, mais il n'y a pas ce réel statut de coach, en fait. C'est ça, c'est Et ça, je oui, pense que c'est super important. Après, c'est mais ça, bon, après, c'est pas c'est du tout c'est de le ça que même niveau, quoi. tu veux, dis-moi, oui. Non, mais enfin voilà, non, c'est juste que je pense que enfin, c'est pas du tout comme ça que ça doit fonctionner, c'est pas Ok. possible. C'est typiquement même, enfin, moi notamment dans ma façon de fonctionner, je suis pas du tout là par exemple pour être leur pote. C'est-à-dire que même moi dans ma façon de coacher, parce que tu parles par exemple de mon rôle, on parlait tout à l'heure de mon rôle Mhm. dans le staff. Moi j'ai aussi un rôle, bon ça je le répète souvent hein, pour ceux qui ont déjà vu, je sais pas des interviews, je sais pas quoi que j'ai fait au MSI. J'ai un côté un peu ce qu'on appelle le bad cop de la team, dans le sens où c'est moi qui vais souvent être un peu énervé, enfin énervé, qui vais remonter les bretelles des joueurs, disons quand ils font des choses pas forcément bien. Et et puis c'est moi qui vais hausser le ton, et qui vais parfois dire les choses un peu dures. Mhm. Et enfin je suis pas là, enfin disons que je suis pas là pour être leur pote. Et s'il y a des moments même ils sont en colère contre moi, ça peut arriver. Enfin je sais pas, mais s'ils trouvent que je suis dur ou ce genre de choses, bah tant mieux en fait. C'est-à-dire que, enfin tant mieux. Si c'est nécessaire, c'est nécessaire. Et surtout en fait dans un cadre, c'est aussi pour ça que les gens dans les cadres plus amateurs sont très proches en fait, très potes. C'est qu'en fait il y a un gros problème dans l'e-sport, c'est l'espèce de d'amateurisme du loisir permanent. Qui fait qu'en fait tout le monde s'amuse en fait, mais le Mhm. problème c'est que nous on n'est pas censé, même si c'est bien de prendre du plaisir aussi dans ce qu'on fait, il y a un moment où enfin c'est un C'est un boulot, boulot, exactement. c'est la compétition, et il y a des moments bah c'est juste c'est pas forcément marrant d'entendre de se faire entendre, de dire qu'un mec joue pas que tu joues pas de la bonne façon, que là t'as fait des conneries et que la team dépend de toi. Après c'est pas pour autant qu'il faut pointer du doigt individuellement, mais il y a des moments il y a quand même des parts de responsabilité à prendre. Et donc je préfère que les joueurs enfin c'est-à-dire que c'est pas parce que les mecs euh, parfois te trouvent dur que d'une part ils te trouvent injuste,
Oui, bien Alors sûr. peut-être que dans l'heure ils vont être un peu énervés, mais une heure plus tard ça ira très bien. Et qui surtout qu'ils auront pas de respect pour toi, au contraire. Et le respect est différent de l'amitié, quoi. Bah, t'as très bien expliqué le point que je voulais aborder, c'était le point du leadership. Il me semble qu'on en avait discuté avant, mais il y a vraiment dans le sport, il y a un leadership du coach qui est le patron de l'équipe qui va décider quel joueur joue, comment on joue, vers où on va. Euh, je le retrouvais pas forcément sur LoL. Là, tu le décris très bien. Ma question, elle est, est-ce que ce leadership, il est naturel? Est-ce qu'il est accepté par tous les joueurs? Ou est-ce que, euh, il y a quand même des fois, peut-être, tu te sens un manque de légitimité ou autre, ou pas du tout? C'est quand même quelque chose En de fait, je pense. compliqué. T'as pas de carrière d'ancien joueur à très haut niveau, par exemple, ou autre. Ouais, non, mais ça c'est sûr que c'est toujours. En fait, c'est tout le sujet, souvent la légitimité du coaching. C'est un sujet que je me posais pas mal l'année dernière. Euh, mais c'est sûr qu'il y a des joueurs, surtout les anciens joueurs, qui vont parfois être un peu réticents au premier abord. Et puis ça dépend aussi des personnalités. Moi, je dis quand même des personnalités. Je dis des personnalités un peu fortes, mais c'est pas. Tu vois, dans le genre, j'ai pas de Forgiven, j'ai pas de Reckless, j'ai pas des mecs Ouais, qui sont réputés durs à coacher, quoi. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que quand tu arrives dans le coach de League of Legends, les joueurs vont le juger et effectivement, on va avoir tendance à dire si t'es pas à penser, même s'ils le diront pas tout de suite, que si t'es pas ancien joueur, c'est compliqué parce que en fait, s'ils pensent ça, c'est aussi une façon de se protéger, c'est-à-dire que bien sûr. ils aiment se dire que les seuls qui peuvent avoir une bonne opinion sur le jeu, c'est les anciens joueurs, donc des joueurs, donc eux-mêmes en fait, et donc du coup en fait, ils ont pas globalement d'ordre à recevoir de personne et encore moins d'un mec qui donc des pas anciens joueurs. En fait, tout le sujet, c'est de leur montrer en fait, d'une part, que tu as la connaissance suffisante. C'est pour ça que avoir une grosse connaissance de jeu, c'est nécessaire. En fait, c'est pour ça qu'en fait, on se dit, tu vois, par exemple, j'ai un mec qui est très fervent défenseur de ça et qui s'est souvent opposé à ce que je disais sur le sujet, à tort, je pense, mais qui est donc Rijoka, qui parlait du fait que tu pouvais pas être coach si tu étais pas ancien joueur. Ouais, Parce qu'en fait, cette connaissance de jeu qui est nécessaire pour se faire respecter, parce que si tu dis des conneries, les joueurs le sentent, bien ils sont sûr. pas cons, hein, les joueurs. Alors même si tu as beaucoup de choses à leur apprendre sur plein de domaines, parce que toi t'as pas la même vision qu'eux, et pas le même degré d'analyse non plus, quand tu leur dis un truc et que ce qui est faux, ils le savent. Donc, enfin ils le savent, ils s'en rendent, ou alors, enfin, disons qu'au bout d'un mois ils vont s'en rendre Ils vont le compte, quoi, si t'es pas savoir, ouais. bon. Et du coup là, ils vont perdre du respect pour toi. Et l'avantage d'être ancien joueur, c'est que généralement, c'était une sorte de façon d'analyser le jeu, de la façon de voir, enfin, qui est nécessaire d'analyser le jeu d'un point de vue d'un coach et d'un joueur, qui est très différente de la façon que les gens ont de regarder le jeu. Tu l'as directement en fait, parce que tu as été ancien joueur avant. Donc en fait, tu as cette espèce de barrière à l'entrée de conditions nécessaires pour être coach que tu as déjà. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on voit des anciens joueurs être coach. Après, c'est la condition nécessaire, mais c'est pas la condition suffisante dans le sens où après, pour être coach, il y a beaucoup d'autres qualités dont tu as besoin. Je dirais déjà la capacité de travail, ce que les joueurs ont pas, enfin peu ou pas, de manière générale. Le charisme, pareil, que les joueurs ont en général peu ou pas, à part certaines rares exceptions. Je veux dire charisme dans le sens charisme de coaching. Hein, c'est un mot qu'on utilise beaucoup en tant que coach, mais c'est la façon que tu as de t'exprimer, Ouais, même de ta façon d'imposer tes idées, que les joueurs aient confiance en toi. c'est ça. Et quand t'as eu aucune autre expérience que d'être joueur pro, bon, c'est pas forcément la qualité principale que je donnerais d'un ancien joueur, même s'il a 24-25 ans. Et, euh, et donc voilà, donc les joueurs, même s'ils ont cette qualité initiale, après je pense qu'en général ils ont au contraire beaucoup de boulets au pied pour devenir coach. Et c'est assez rare que je pense que certains soient réellement des bons coachs. Je pense qu'il y en a beaucoup qui se sont imposés, notamment parce qu'ils avaient les connexions, parce que ça se jouait, faut pas se mentir, hein, le coaching dans League of Legends, ça s'est d'abord joué aux connexions, de moins en moins, parce que maintenant justement ça commence un peu à faire le tri, il commence à y avoir des gens bons qui commencent à s'installer, les gens mauvais qui commencent à sortir, mais pendant longtemps c'était surtout des contacts. Et, euh, et du coup là, ces gens-là commencent à arrêter. Après, il y a des anciens joueurs qui, je pense, sont des très bons coachs. Je pense, par exemple, Crépeau, apparemment, Mhm. fait un très bon travail. Yamato, bon, qui après, tu vois, c'était pas C'est non plus une pas, star en oui, tant que voilà. joueur. Mais je pense que c'est un bon coach. Proli qui est très bon aussi. Donc voilà, donc Excellent. il y a de tout, hein, il y a de tout. Mais je pense que ouais, donc pour revenir à la question de l'autorité, ouais, il faut avoir une connaissance de jeu suffisante pour te faire respecter, pour que ils voient que tu peux leur apporter quelque chose.
Et ensuite, il faut aussi savoir leur parler. Et justement, c'est là où je reviens au charisme, justement, c'est la façon que tu vas avoir de parler à ces joueurs et de les convaincre. C'est ça. Et puis qu'ils savent aussi que s'ils te challenge, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont te challenger tout le temps, hein, qui vont essayer un peu tirer sur la corde d'une certaine manière. Bien sûr. Et il faut aussi montrer que tu as une sorte d'autorité naturelle sur eux. Et je pense que après, je sais pas, ça vient avec l'expérience, avec l'âge. Je pense que pour le coup, en ce qui me concerne, ça c'est je l'avais un peu l'année dernière. Moi, j'avais aussi la chance d'avoir Yellowstar derrière, donc qui de toute façon était une voix d'autorité. Mhm. Mais cette année, je l'ai beaucoup plus. Ok. Bon bah super. Euh, alors, est-ce qu'on peut aborder un petit peu le rythme d'entraînement pour un joueur? Comment il s'entraîne? Alors, tout d'abord, on va dire tout au long de l'année, plus que sur une journée, parce qu'on sait un petit peu le rythme d'escrime, puis quelques solo queues et autres, mais tout au long de l'année, quand on a des périodes de compétition qui sont de 3-4 mois, puis une petite pause, puis ensuite encore 3-4 mois, Mhm. euh, comment est-ce qu'un joueur reste en forme? Est-ce qu'il faut qu'il s'entraîne vraiment toute l'année sans relâche, ou est-ce qu'il peut pendant ces périodes de pause se calmer un petit peu et jouer un peu moins, voire presque plus pendant une petite période, ou pas, par exemple? Bah, ils peuvent, ouais. Moi, non, je pense que oui, ils peuvent prendre des breaks, tout à fait. Après, je pense que ça dépend aussi de la maturité du joueur. C'est-à-dire qu'un joueur comme Odo, par exemple, qui a déjà 5, 6 ans de pro, Ouais. pendant 4 ans de pro, pardon, j'exagère un peu, effectivement, il a pas besoin de spammer les solo queues, comme un malade pendant l'intersaison, et surtout ils peuvent pas aussi. Parce qu'en fait le truc c'est surtout l'idée c'est surtout de trouver un équilibre entre la santé mentale entre guillemets et le burn-out et l'entraînement. On parle des Coréens, c'est aussi une force des Coréens, c'est qu'on a l'impression que les Coréens ils peuvent faire 15 solo queues par jour pendant 5 ans et toujours avoir envie de jouer en Europe. J'ai pas l'impression que ce soit comme ça. Et pourtant on est quand même une réputation plus tryhard qu'aux États-Unis. Et je pense d'ailleurs que c'est pas forcément ça, moi, de fonctionner comme ça. Euh, mais enfin de fonctionner en faisant 40 solo queues enfin 20 solo queues par jour. Mais du coup en Europe, je pense que les joueurs ont besoin de prendre du repos, même physiquement d'ailleurs. Et donc moi j'encourage, enfin nous nos joueurs, on leur a dit s'ils veulent pas jouer, enfin c'est comme ils veulent quoi. Après bon c'est sûr quand ils sont à une semaine de la reprise, ils peuvent recommencer un peu à faire des Oui. solo queues. Il y en a qui en font, hein, il y en a qui en font, il y en a qui en font pas, il y en a que ça dépend de chacun. Par contre quand ils sont là, faut qu'ils jouent quoi. Mais et là nous bah typiquement on a des joueurs qui ont quasi peu ou pas joué pendant l'intersaison. Ouais. Et là, ils reviennent. Ils sont. Au début, c'est un peu compliqué, hein, je vais pas te mentir. Hein, les Oui. 2 3 premiers jours, c'est pas très beau à voir. Notamment le jeu d'équipe, notamment, c'est pareil, ça baisse beaucoup. Mais là, en une semaine, là, on sort de scrim, ça commence à jouer, ça commence directement à jouer vraiment bien là. Ok. Donc on retrouve assez facilement. Euh, alors justement, t'as abordé la notion de santé mentale et de burn-out. Comment est-ce que vous, le staff, vous gérez ça? Le fait que vos joueurs, au moins pendant 3 ou 4 mois, ils jouent, ils vivent League of Legends une grosse partie de la journée, une grosse partie de la semaine. Euh, Ils jouent énormément. Mhm. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que de temps en temps vous sentez qu'il faut peut-être un peu calmer le jeu et donner un break, ou pas? Un petit peu, ouais. Après, je pense que finalement, c'est presque plus dur pour les coachs que pour les joueurs, je dirais, à ce niveau-là. Mhm. Euh, Parce que les joueurs, il y a quand même, enfin, s'ils sont là, c'est que juste je sais pas s'ils sont addicts au jeu, mais il y a quand même, ils sont, Ils adorent ça, ouais. ils adorent ça, quoi. C'est-à-dire C'est qu'ils ça. ils adorent ça et ils ne savent faire que ça. Mhm. Donc, globalement, ils pourraient jouer quasiment tout le temps. Je pense, à part justement les joueurs qui commencent à être plus matures, quoi, qui commencent justement à avoir découvert un peu d'autres choses dans la vie et puis qui commencent un peu à en avoir marre après 4 5 ans de jeu. Enfin, pas marre, mais voilà, ils ont plus le même drive, je dirais, en tout cas de spammer le solo queue. Ils ont toujours ce drive justement du jeu compétitif, mais qui est aussi en plus assez différent de la solo queue. Donc, du coup, c'est pas la même chose. Euh, dans l'ensemble, dans l'ensemble, c'est pas le problème, même si inconsciemment un petit peu, je pense c'est plus de la fatigue intellectuelle, tout ça. Donc effectivement, il faut réussir à les ménager un petit peu. Euh, on, on a une séance de physio une fois par semaine. Là, ce split, on va avoir un coach, comment on appelle ça? Je sais plus ils ont engagé un mec, je sais plus si on dit coach mental, mais je sais plus exactement ce que c'est. Ah oui, un coach, un psychologue sportif, je crois. Ouais. Ouais, c'est ça. Sport C'est ça qu'ils ont dit. psychologiste, ouais. Et il est pas là tout le temps, hein, mais je crois qu'il va là, il va de temps en temps, il va en voir quelques-uns.
Et puis on va essayer de faire on faisait passer le Suisse précédent de temps en temps, faire des trucs un peu collectifs, des sorties, des je sais pas Ouais. quoi. Le samedi soir après la LCS, on essaie de sortir un peu. Bon, enfin eux ils sortent souvent, ils font des trucs dans leur coin. Ça m'est arrivé parfois de sortir avec eux. Mais voilà. Et puis effectivement, je pense par exemple la semaine, le split dernier, à la semaine, je dirais 9, on avait eu un gros coup de mou en termes d'énergie, de motivation. Et du coup, bah, on essayait justement de pas forcer sur les scrims. Quand on les sentait fatigués, bon, on coupait un petit peu avant la fin, ce genre de choses. On a même parfois fait un peu des erreurs, je pense qu'on a un peu forcé à certains moments. Mais voilà, je pense que ouais, il y a des moments, il faut savoir un peu lever le pied sur l'accélérateur. Mais quand je te disais, en fait, les coachs, je pense encore pire pour nous parce que nous, pour le coup, on joue pas. Donc c'est pas, il y a pas ce côté, même si le taf est pas chiant, hein, enfin c'est pas chiant, Oui, je veux dire, sûr. on a choisi de faire ça et c'est quand même intéressant. Il y a un moment quand tu bouffes 10 games de League of Legends par jour à regarder, au bout de 2 mois non-stop, c'est quand même, il y a un petit côté un peu saoulant, en tout cas en ce qui me concerne. Moi, c'est un peu un problème que je peux avoir, c'est que moi, pratiquement la semaine 9, je voulais faire vraiment tout autre chose que du League, même si je le faisais, mais c'était du coup, c'était fatigant. C'est d'autant plus fatigant que j'en avais un peu marre. Et du coup, ouais, mais en tant que coach, il faut savoir aussi, je pense, te trouver un peu des moments à toi. Tu vois, par exemple, le fait moi j'ai mon petit appart à côté, le fait de pouvoir être un peu tout seul, faire Ouais. quelques activités à côté, ce genre de choses. Pas rester, tu vois, maintenant j'essaie de rentrer vers 22 heures le soir, ce qui est assez tôt finalement pour une horaire de gaming house. Je taffe le matin, je suis tout seul le matin, enfin, ce genre de choses. Essayer un peu de te faire ton rythme seul et de te trouver des choses qui permettent de changer les idées, quoi. Ok. Donc ouais. Essayer d'avoir quand même, bah, justement une vie à côté et d'en faire son travail aussi. Ouais, même si c'est pas Cette vraiment possible, hein, différenciation. c'est un peu le drame du métier, et notamment quand t'es coach, parce que c'est notamment le drame quand t'es coach, parce que généralement t'es plus vieux. Ouais. Que tu vois, quand t'as 20 ans, être en gaming à H24 et des jouer à LoL, ça paraît comme un job de rêve. Quand t'as 26 ans, 27 ou plus, tu vois, là, on a Peter qui a 31, je crois, que t'as envie peut-être de construire plus de construire des choses, d'avoir une vie sociale plus épanouie, ce genre de choses. C'est quand même un peu plus dur. Il y a un petit côté un peu bossé dans un sous-marin, quoi. Ouais. Tu pars pendant 3-4 mois et tu fais que ça. Donc c'est plus, je pense que cet aspect burn-out est presque plus présent dans le staff que chez les joueurs, même s'il a son impact aussi chez les joueurs. Ok. Euh... Alors, maintenant j'aimerais bien qu'on passe un petit peu à la partie qu'est-ce qui se passe pendant un match compétitif Mhm. et, et comment est-ce que bah, on aborde les parties. Alors, est-ce que par exemple au niveau des scrims, vous faites des scrims contre les équipes que vous jouez pendant la semaine Non, justement, ou pas enfin, justement c'est off on scrime pas contre les équipes voilà. contre lesquelles on joue cette semaine, voire la semaine d'après, ça dépend des équipes. Ok, Quand c'est une petite équipe, on s'en fout un peu. Tu vois, si tu joues Fnatic dans 2 semaines, tu vas peut-être éviter les scrims pendant 2 semaines. ok, ok. Et du coup, je voulais savoir un petit peu comment on aborde toute cette partie, tout ce match. Alors, comment par exemple vous préparez la draft. Alors, sans rentrer dans les détails, mais est-ce que ça se prépare tout au long de la semaine ou est-ce que ça se prépare Ouais, ouais. vraiment, on va dire le jour même Ah, non, non, après généralement, non, ça se prépare tout au long de la semaine, la draft. On fait des tests. Après, le truc c'est qu'il y a à la fois généralement la draft ciblée contre une telle équipe Mhm. et aussi la draft de manière générale dans la méta. Tu vois, Ouais, c'est-à-dire que c'est limite en fait la plus grosse partie, c'est savoir quel est le truc le plus intéressant dans la méta, c'est que ça. tu adaptes ensuite à l'équipe en face en fonction de ce qu'ils ont tendance à jouer, leur style de jeu, tout ça. Mais voilà, tout ça, ça se travaille pendant la semaine. C'est justement moi, un truc sur lequel je bosse beaucoup avec Mac, qui est du coup l'assistant coach, où nous pendant le matin, tu vois, on se voit entre, je sais pas, tu vois, 10 heures et midi. Souvent, on réfléchit là-dessus, on fait des simulations de draft. Voilà, quand ça nous permet de les tester un peu pendant les scrims, pendant la journée. Et l'idée, généralement, c'est qu'on commence en général mardi. Mercredi aussi. Mercredi, on a déjà des premiers jets intéressants. Et jeudi, on a un draft meeting. Enfin, on a un premier jet qu'on montre à Peter, on en parle à Peter, tout ça. Jeudi, on refait ça ensemble, pareil le matin, et on prépare un truc. Genre, on prépare une petite présentation sur PowerPoint, je sais pas quoi. Et on a un meeting après avec les joueurs avant le scrim du jeudi. On va parler des drafts, leur demander ce qu'ils en pensent. Enfin, après, ils en ont déjà un peu entendu parler forcément vu qu'on les a testés pendant la semaine. Ouais, bien Mais sûr. voilà, un plan précis. Mhm. Généralement, on fait uniquement la game de vendredi.
La game de samedi, elle est déjà un peu préparée, mais on en parle, on fait ce meeting un peu le samedi avant les games. Mhm. Et voilà. Ok. Et donc toi, pendant la draft, toi qui es de l'autre côté, qui est pas derrière les joueurs, euh, Mhm. bah est-ce que t'as des choses à faire? Est-ce que tu fais des trucs ou est-ce que Tu, justement c'est tu, un peu la minute où t'as fini ton taf et tu veux dire quand? Pendant les scrims ou pendant la game? pendant Pendant la les game, games. pendant la game compétitive, Ah bah non, lorsque bah du coup je suis pas là, donc forcément j'ai rien à faire, mais c'est ça, euh, non mais tu t'as pas non plus encore t'es pas encore dans la prise de notes de. non, non, honnêtement, pendant la game, enfin, tu sais, j'ai pas besoin, c'est-à-dire que je relève ce qui se passe, tu vois, Ouais. non, je note pas trop. À vrai dire, moi, j'ai un peu de mal aussi à me focus un peu d'un point de vue analytique, pendant une game compétitive, dans le sens où il y a plus un côté, déjà, c'est pas enfin, tu vois pas de la même manière. Alors, t'es certes un spectateur, mais moi, disons que ma façon de regarder les parties quand je coach est assez détachée. C'est-à-dire que je suis pas vraiment derrière les joueurs, je préfère avoir leur audio. Ça m'arrive d'aller derrière un joueur de temps en temps, mais j'ai leur audio dans les oreilles, donc j'ai leur Mhm. TeamSpeak, mais j'aime bien avoir la game où pouvoir revenir en arrière, pause et tout ça, Ok. et ainsi de suite. Ce que je peux pas faire du coup on stage. Et puis on stage, il y a le côté un peu passion, c'est-à-dire que enfin, t'as tellement de la pression et le stress, et puis il a envie de voir gagner ton équipe, que tu suis ça presque comme un spectateur. Même si après ça, je pense, c'est un défaut que j'ai aussi, hein, c'est que je pense que j'ai pas cette expérience justement d'être focus, mais c'est pas très grave pour les games LCS. De toute façon, t'as une game. Et en fait, on s'en fout en LCS parce qu'on fait notre game, on fait pas de débrief directement. Généralement, on fait un débrief, on re-regarde la game quand on rentre. Ça dépend un peu de l'ambiance. Soit on fait ça quand on rentre, soit on fait ça le lendemain ou 2 jours après. Ouais. Ok. Et là, on fait un débrief. Par contre, la question se pose pour les best of, les C'est BO5 ça. par exemple. C'était plus Et, là. là, ouais, bah là, forcément, ouais, tu prends quelques notes. Et après, t'as pas non plus, tu sais, entre les games. Le truc, c'est que c'est pas, ça sert à rien de dire à tes joueurs, bon, alors là, à 18 minutes 30, vous avez fait un Ouais. dive, il était mauvais, faut pas faire ça, parce que si, ça. Ça, ils s'en foutent, en fait, parce que on n'est plus en entraînement, quoi. C'est pas, si la situation va pas forcément, enfin, c'est pas comme si la game d'après, il allait avoir le même dive et qu'ils vont dire, ah, c'est vrai qu'en fait, il faut pas qu'on fasse ça dans cette condition. Ça va être une autre game et il faut juste que, et puis c'est trop tard, de toute façon, c'est plus le moment de faire des trucs. Donc après, par contre, ce qu'il faut faire, c'est plus quelles sont les erreurs, ils ont des choix stratégiques globaux qui ont été faits qui sont pas bons. Par exemple, je sais pas moi, on a trop voulu insister sur ce joueur, on a trop voulu jouer le split alors que eux, faut leur rentrer dedans en teamfight. Il faut on a trop drop le tempo sur la game, du tempo sur la game alors qu'on cette équipe, faut tout le temps les prendre à la gorge et faire des bons resets au bon moment, ce genre de choses. Alors c'est plutôt des trucs, des orientations stratégiques qu'il faut faire et des orientations de draft. Et ça, pour le coup, moi, généralement, par exemple, pendant la game à Copenhague, moi, j'avais mon PC à côté et j'avais mes simulations de draft pendant les games, euh, ou des tableaux où, du coup, je changeais des trucs. Je me disais, OK, donc là, ils ont fait ça, donc ça veut dire que peut-être qu'il faudrait qu'on change ça, et ainsi de suite. Ok. Et du coup, tu l'as un peu abordé, mais quand justement dans cet entre-deux games, dans des BO, euh, qu'est-ce qui se passe un peu au niveau discussion? Alors, est-ce que c'est, on va dire, uniquement stratégique de façon générale, sans rentrer dans les détails, ou est-ce que, bah, quand il y a une différence, par exemple, quand vous jouez dans les studios à Berlin ou à Copenhague, est-ce que bah, vous avez besoin de donner des petits mots pour vos joueurs pour les booster, pour les calmer s'ils sont stressés ou autre, ou pas Ouais, du bah, tout? si, ouais, c'est plus ça. C'est-à-dire que c'est plus, t'as pas de, je te dis, la stratégie, c'est plus global, quoi. C'est quelle, et puis la C'est ça, stratégie, c'est plus, en plus, l'idée est plus de parler de la game suivante que la game qui vient de se passer. bien C'est-à-dire sûr. que, en fait, on s'en fout d'avoir deux débriefs la game qui vient de se passer. On prend les informations générales et on donne, voilà, les grands axes sur lesquels on veut appuyer pour la game d'après. La draft, pareil. S'il y a vraiment c'est plus par des comportements inhabituels on leur dit, faut, genre, tu vois, si un mec qui s'excite, qui fait des calls de merde parce que justement il est sous tension et tout, c'est plus là-dessus qu'on va insister. Mais parce que le call, on s'en fout en soi parce qu'on sait que la même situation se représentera pas. Mais par contre, c'est plus le mindset du joueur sur lequel il faut insister. Et donc ouais, on va parler à certains joueurs, on va essayer de les remotiver ou dans certains moments. Voilà, c'est plus. Et puis c'est très court, hein, entre les games, c'est beaucoup plus. C'est pas, tu vois, entre deux scrims, généralement, t'as 20 minutes, je dirais. Entre deux games LCS, enfin de BO, t'as 10 minutes, donc ça Ouais, va vite. ok. Ok. Euh, alors, pour parler un peu de la méta et tout ça, là, demain, euh, va avoir lieu le Montpellier Sport Show. Je sais plus exactement comment ça s'appelle, mais une des étapes LoL Open Tour. Mhm. Euh,
il y a une mise à jour qui a été faite avec quand même de gros changements au niveau des builds et puis dans tout le jeu de la méta qui a été fait il y a pas longtemps. Mhm. Euh, il joue sur le patch actuel, donc ça fait 2 petits jours. Comment toi, si tu avais été coach d'une de ces équipes, comment t'abordes ça, le fait d'avoir très peu de temps et autant de changements? euh, est-ce que Bon, j'en sais rien, honnêtement. Je fais au mieux, quoi, mais le truc, c'est que je pense que ça serait, enfin, ça, on est d'accord que ça ne c'est comme peut si tu me pas demandais, spécialement se passer si en tu fais, LCS, mais comment si tu faisais du saut en longueur, t'aborderais une compétition si on te tire une balle dans la jambe la veille, quoi. ok, on C'est-à-dire en est là. que, C'est non, mais voilà, comment est-ce non, que mais j'aborde une compétition si je peux pas m'y préparer? Bah, j'espère que ça se passe au mieux, c'est tout. Enfin, ok, c'est un peu n'importe quoi leur truc, mais ils ont pas le choix, mais ok, du ok, coup, bah, je sais pas, j'essaie de faire au mieux en fonction du temps que j'ai, quoi. ok. Bon bah, moi c'est clair. Bah du coup dernière question. Euh, et là elle est un peu plus, on va dire un peu plus personnelle. Quand pour comparer, donc t'as été et t'es toujours caster pour gaming dans certaines occasions. Mhm. Là dernièrement t'as casté le MSI au Zénith. Euh, et quand tu te retrouves en tant que coach devant par exemple à Copenhague pour la petite finale, comment est-ce que tu gères un petit peu tout ça? Est-ce que tu as l'impression que ça joue sur tes performances, le fait d'être dans une salle devant du monde, la gestion des émotions, tout ça, ou est-ce que bah t'as l'impression que tout se passe bien et t'en tires presque une force de tout ça? Je veux dire mon expérience de coach, de Ton, commentateur par rapport à tout. voilà, c'est ça, la comparaison entre bah, le fait de commenter devant tant de gens dans une salle, et puis le fait d'être du côté du coach et toute Bah, cette pression pour l'équipe. honnêtement, j'ai pas été. Le truc c'est que moi, je suis pas sur scène, donc j'ai pas trop de stress en fait. Enfin, Mhm. j'ai du stress parce que c'est mon équipe qui joue et que j'ai passé des mois à la préparer, quoi. Mais après, j'ai pas ce stress que je pourrais avoir et que je pense que je ressentirais beaucoup parce que je sais que je le ressentais beaucoup au PSG. Après, j'étais beaucoup plus sous pression au PSG que je pense que je le serais dans le futur par mon exposition personnelle et euh, et le statut de l'équipe. Mais et puis mon inexpérience aussi. Mais je pense que dans le futur, je faudrait que je bosse là-dessus pour l'instant, enfin certainement, mais pour l'instant c'est pas le cas. Je sais pas, j'ai pas ce problème. Après l'exposition quand t'es casteur, honnêtement, moi j'ai eu un petit truc. Disons que là, il y a eu quelques fois où j'ai eu un peu de stress quand j'étais casteur, c'est-à-dire disons là, mon premier cast à une finale des Worlds où il y a beaucoup de monde qui regarde et après quand j'ai fait Bercy, quand je suis monté sur scène, honnêtement ça va vite. Et Mhm. maintenant, j'ai ressenti vraiment aucune pression Ok. quand j'ai fait Zénith notamment. Enfin, c'est-à-dire que c'est quand même, il y a pas de performance. Enfin, surtout moi en fait, c'est-à-dire que à la limite, tu vois, si j'étais Chiefs qui doit gueuler, lever les foules tu vois, qui doit pas se prendre un bid et tout. Moi, je dois juste analyser les games, quoi. Donc, globalement, ce que je fais, c'est le taf que je fais pour mes joueurs, sauf que mon public, au lieu que ce soit des joueurs professionnels, c'est des amateurs totaux et j'ai juste besoin de dire la base de la base de la base, quoi. Donc, d'ailleurs, j'entre rarement dans des gros détails c'est même pas possible d'ailleurs, parce que t'as pas le temps, t'as pas le recul, d'entrer dans les détails. Donc, j'ai juste l'impression d'être en pilote automatique d'analyse, puis comme j'ai l'habitude de discuter comme ça me, ouais, c'est pas très dur. Ok. Super. Bah écoute, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Je te remercie beaucoup. C'était Pas de super problème. intéressant. Merci d'avoir répondu, bah si, franchement, à toutes ces questions, à tous ces thèmes. Pas Et de souci. puis, bah je vais te laisser dire un mot de la fin si tu veux dire quelque chose. Peut-être s'il y a des gens qui nous écoutent sur le métier de coach, si tu as quelque chose à dire. Non, bah écoutez, à tous ces gens qui veulent être coach, bah, bonne chance. Essayez de vous donner les moyens de le faire. L'important, c'est d'avoir, je pense, la motivation et la capacité de travail pour le faire. Parce que c'est pas tout simplement de vouloir espérer un jour travailler dans l'e-sport, mais je pense que maintenant, il en arrive un moment où pour être bon coach, il va falloir savoir surtout travailler tout court. Et qu'après, il y a pas de façon de faire directement pour devenir coach. Mais, euh, mais que du coup, il faut juste savoir assister, savoir travailler, quoi. Donc, voilà. Très bien. Puis merci et
bon courage et bonne chance pour la saison qui arrive très prochainement. Ça roule. Bah, ça marche, bah ciao. Ciao, merci.